Cette histoire est une création humaine, écrite et racontée par Afadam. Pensez à activer les notifications pour recevoir la prochaine histoire, et vous pouvez liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Bonne écoute à toutes et à tous. La disparition inexpliquée des frères McGee. En amont de la French Broad River se trouvent les installations de recherche et développement des laboratoires H2O Innocorp. En 1982, l'entreprise subit une grave inondation, mais sans conséquence pour la forêt de Pisgah, selon le porte-parole du groupe. Porte-parole qui a refusé de répondre à la question d'un journaliste « Qu'est-ce qui a causé une telle inondation ?» Et que pense faire l'entreprise pour éviter l'incident à l'avenir? On ne sait pas grand-chose sur cette entreprise, si ce n'est un slogan « L'eau dans tous ses états » et un rachat en 1981, environ un an avant l'accident. Des travaux très prometteurs sur la molécule d'eau auraient incité 3 familles du pays à devenir actionnaires. Les randonneurs qui s'aventurent près des installations décrivent un bâtiment assez insipide, sans écriteau. Si ce n'est zone sécurisée, défense de passer. 6 hommes en treillis font la vigie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, devant l'unique entrée visible du bâtiment. La French Broad River passe juste au milieu de cette installation qui reprend son cours normal et serpente librement dans la forêt. Des naturalistes et scientifiques ont fait remarquer la très surprenante disparition des loutres depuis l'incident. Ces animaux sont en général de bons indicateurs de santé pour l'écosystème. Forêt nationale de Pisgah, Caroline du Nord, États-Unis, à peu près à la même époque. Les Appalaches ont une réputation ambivalente. Les frères McGee le savent, surtout Ben, le plus grand, qui a vraiment hésité à faire cette randonnée de plusieurs jours. C'est la dernière avant qu'ils partent pour l'université, alors Jackie, le plus jeune, a insisté. Monsieur Tom de la cafétéria, qui se trouve pas loin de la lisière, leur a dit « Soyez prudents les gamins, cette forêt a déjà englouti des hommes. On ne les a plus jamais revus. » Ce sur quoi ils ont rigolé un peu niaisement, avant que Ben rappelle à Tom qu'il a 19 ans et qu'il prendrait bien soin de son petit frère de 15 ans. Et puis c'est l'été, alors il y a pas mal de touristes qui campent dans le coin. Mais Tom a presque regretté de l'avoir ouverte ce jour-là, comme s'il venait de provoquer le mauvais sort. Il n'est plus le même depuis la disparition des frères McGee. Les voilà sur le sentier battu qui serpente sur le talus et entre dans la forêt. Sous les chênes rouges ou blancs, il fait un peu plus frais, surtout la nuit. Les journées sont chaudes et longues, les fougères et les buissons généreux. Ce qui ne facilite pas les recherches quand quelqu'un disparaît. « Ah, pourquoi il a ouvert sa gueule ?» dit soudain Jackie. « Cet homme est vraiment un rabat-joie. Il faut toujours qu'il envisage le pire. Et puis ces histoires de l'homme du bois, c'est pour faire peur aux enfants de 6 ans, sérieux. » Oui, t'as pas tort, mais il l'a pas dit méchamment. Papa aussi a dit d'être prudent. Ouais, sauf que papa a quand même convaincu maman de nous laisser camper. J'avoue que je sais toujours pas comment il a fait. Il a joué sur la corde sensible. Ben va partir bientôt de la maison, Jackie va se sentir seul, blabla. C'est vrai que tu vas me manquer. Ben se retourne vers son petit frère. Il a décelé une pointe d'émotion dans la voix. Jackie relève la tête, il a les yeux larmoyants. Tu sais, dit Ben, parfois ça fait du bien d'exprimer ses sentiments. T'as qu'à le dire. Dire quoi? Bah que tu m'aimes. On est cul et chemise, donc je le sais. Mais j'ai l'impression que t'en as besoin. Cette fois, Jackie est submergé par l'émotion. Son frère Ben est un peu gêné lui-même, mais il le prend dans ses bras et tapote maladroitement sur son énorme sac à dos. T'inquiète frérot, je serai de retour à Noël et même avant. Et puis tu viendras me voir. Dès que tu pourras conduire seul, je suis sûr que papa va te laisser la voiture. Ouais, je sais. C'est juste que ça va faire vide. La chambre pour moi tout seul. Super. Mais en fait, tout ça, ça me fout la déprime. C'est pas à cause du frère de papa? Non, rien à voir. Non, je pose la question parce que t'as pas arrêté de lui poser des questions autour de ça. J'ai l'impression que t'en as fait ta propre histoire. Ben faisait référence à James McGee, leur oncle disparu. On évitait d'en parler dans la famille, mais le trauma n'en avait été que plus tenace. Bah, j'y pense parce que c'est l'histoire de famille. Et parce que c'est arrivé dans cette forêt, donc ouais, excuse-moi si j'y pense. D'ailleurs, si tu veux tout savoir,
J'ai lu un article avant-hier sur Old House Woods. Tu connais? Non? Et que disait l'article? Bah que des corps ont été retrouvés, des ossements. Ils ont toujours pas mis la main sur le tueur. Ils pensent que c'est un tueur qui rôde dans la forêt. Un chasseur, quoi, ou quelqu'un qui s'est traqué. Remonter des pistes, ce genre de choses. Partir en forêt, ça me fait flipper maintenant que j'y pense. J'aurais peut-être pas dû insister. Ça y est, tu recommences avec tes pensées compulsives. Si tu continues, tu vas commencer à te toucher les cheveux et à les arracher par petites touffes. Allez, pense plus à ça. Tu me fous le bourdon aussi. On va se faire la rando du siècle et tout ira comme sur des roulettes. Tu te fais beaucoup trop de billes. Mais bon, c'est normal à son âge. La vie, faut la vivre à fond, mon petit. Dans l'instant. Et ton journal intime, celui que je t'ai offert, là, ça sera ton meilleur ami désormais. Tu vas écrire tous tes états d'âme. Je suis sûr que ça t'aidera. Ben pose un baiser sur le front de son frère. Il est lui-même ému. Il sent son cœur se nouer, mais il lève la tête bien haut et prend les devants en fredonnant un air des Canned Heat. 1 kilomètre plus loin, les frères McGee croisent un couple qui se dispute. Apparemment, l'idée d'une rando en amoureux a tourné au vinaigre. Il les regarde rejoindre la ville, puis ricane. « Toi aussi, tu seras comme ça, » dit Jackie. « Tu vas tomber amoureux et puis tu vas morfler. Les nanas, c'est vraiment le piège. » Dis pas d'ânerie. Papa et maman sont encore ensemble et très heureux comme ça. On en reparlera quand t'auras ta première copine. Tiens, allons par là. Ben désigne une bifurcation. Aucun panneau indicateur ne confirme cependant qu'il s'agit d'un sentier battu. Si on veut un peu d'intimité et d'aventure, dit Ben, faut pas qu'on reste sur ce chemin. Et il marche ainsi pendant des heures, jusqu'à ce que la fatigue les arrête. Le terrain est accidenté. Jackie a manqué de se fouler la cheville à plusieurs reprises. Mais ils arrivent non loin d'une rivière. Ben va y remplir sa gourde et boit goulûment. L'eau a un drôle de goût, pas rebutant, mais prononcé. Il tend la gourde à son frère, qui boit à son tour. « Ah, c'est l'endroit rêvé !» dit Jackie. « On va s'endormir au son du ruisseau. »« Ouais, tu vas pouvoir nous écrire un poème sur Mère Nature. » Ben s'interrompt. Il vient de voir quelque chose sur le tronc d'un arbre. Il s'approche et peut distinguer nettement un motif gravé profondément dans l'écorce. « C'est quoi ?» dit Jackie, arrivé à son niveau. « C'est des indications de randonnée ?»« Je sais pas, je crois pas. » Les frères McGee observent le cercle gravé dans le bois. À l'intérieur, un triangle inversé qui contient lui-même 3 ondulations superposées. Ça doit être un symbole de la rivière. Va chercher l'appareil photo. Jackie s'exécute et prend lui-même la photo. Il est tout excité et pense déjà à écrire dans son journal. On fera des recherches une fois rentré. Là, faut qu'on monte la tente et qu'on fasse un feu, sinon on va se les geler cette nuit. Jackie s'occupe de la tente, tandis que Ben réunit de grosses pierres pour former un cercle. Ils ont trouvé un bout de terrain plat à 15 mètres du ruisseau. Quelques boulettes de journal, du petit bois sec, et le tour est joué. Jackie ouvre une conserve qu'il déverse dans une petite casserole cabossée, des bouts de porc avec des flageolets. Il allume ensuite le réchaud. À travers la canopée, les dernières lueurs du jour éclairent quelques poussières en suspension. Ben s'assoit pour les contempler. « On se croirait dans un conte de fées, » dit-il. « Peut-être qu'on va finir en grenouille. »« Si tu veux me raconter une histoire, » dit Jackie, « va falloir faire beaucoup mieux. » De nos jours, les gosses sont beaucoup trop désillusionnés. Je me demande ce que ce sera quand on aura des gosses à notre tour. « Ah, t'es déjà dans tes dissertes de sociologie. Allez, tiens, goûte ça. » Il lui tend une tasse avec le plat réchauffé. Ben sourit avec malice et sort une bouteille de vin rouge volée à son père. Jackie écarquille les yeux et sourit à son tour. Il ne pouvait pas être plus heureux en cet instant. Vers 23 heures, et les 2 frères repus sont allongés sur leur sac de couchage, la moustiquaire fermée. Mais ils peuvent voir le feu qui crépite gentiment. Ben est à moitié endormi, il stresse un peu pour son entrée à l'université, mais il arrive à faire le vide. Jackie écrit dans son journal ses impressions du jour. Il est inspiré. Un bruit le fait sursauter cependant, un craquement fort. « T'as entendu ?» dit Jackie. « Ouais, » dit Ben en se mettant sur son séant.
C'était pas le feu. Il tend de l'oreille. Une branche craque à nouveau, peut-être à 30 ou 20 mètres. Ben se saisit de sa lampe torche et va pour ouvrir la moustiquaire quand ils entendent un sifflement aigu. Très étrange. Jackie note à la va-vite ses impressions dans le journal. Ça l'aide à garder un peu son calme. Ben dézippe la moustiquaire et passe une tête au dehors. La lampe torche éclaire assez bien. Il balaye les alentours du feu, les fougères sur la pente et les troncs des chênes un peu plus haut. Il entend son cœur tambouriner sur son torse, le ruisseau un peu plus loin. Il a beau repasser la faune nocturne dans sa tête, il n'arrive pas à attribuer le sifflement aigu qu'ils ont entendu. Un craquement cette fois plus proche le fait sursauter. Il pointe sa lampe torche sur la gauche et croit percevoir du mouvement dans les fougères épaisses. La lune fait scintiller le ruisseau un peu plus bas. « Jackie, dit-il, passe-moi le couteau de chasse. » Le petit frère lâche son journal, fouille maladroitement dans le sac à dos, le sac de son frère, et lui tend le couteau dans son étui. Ben le retire de l'étui et sort complètement de sa tente. « Qui va là ?» lance-t-il en direction des fourrés. « Je suis armé !» Mais il n'a que pour seule réponse ce sifflement aigu. Il croit deviner une silhouette, mais il n'en est pas sûr, pas du tout. La lumière ne porte pas assez loin, alors il s'avance d'un pas hésitant vers la rivière. La pente est recouverte de pierres et de fougères. « Ben, qu'est-ce que tu fous ?» murmure son petit frère. Ben trébuche et relâche sa lampe torche qui vient ricocher contre une pierre. La lumière grésille, mais ne s'éteint pas complètement. Elle est cependant très faible. Jackie s'approche à son tour. Il voit la silhouette de son frère aller vers la lampe torche. Il plisse les yeux, serre la mâchoire, puis une expression d'horreur fige son visage. Un homme désorienté sort du bois. Un jogger le croise et pense immédiatement à la légende de l'homme du bois, qui court depuis quelques générations déjà. L'homme, de la terre sur son pantalon, les cheveux longs et la barbe hirsute, murmure des choses. Il a un affreux toc qui consiste à toucher ses cheveux pour en faire des anglaises. Il marche pieds nus. Parfois, il vous pointe du doigt et dit « Nous sommes tous faits d'eau, mon frère. Notre prochain stade d'évolution est proche. Prochain. Le voilà sur la grande route qui traverse la ville. Tom le voit par la vitre de sa cafétéria. « Regardez ce type !» dit le client assis au comptoir, à qui il sert un café. On dirait qu'il a eu une nuit agitée. Et rire gravele dans la salle. Mais le rire de Tom disparaît, tandis que l'homme approche, les yeux grands ouverts, comme s'il venait de voir un lieu familier et chaleureux. Il entre, la petite clochette de la porte sonne, et tous le regardent bouche bée, et avec une certaine méfiance et un peu de dégoût. L'homme les ignore et va s'asseoir au comptoir. Il pose alors un couteau de chasse devant lui, qui donne un mouvement de recul à son voisin. Sur le couteau, il y a les initiales BM. Tom reconnaît l'objet et dit « On veut pas d'ennui ici, monsieur, hein ?» Mais l'homme ne dit rien. Il bouge les lèvres cependant, mais aucun son audible n'en sort. « Ce couteau que vous avez là, il appartient à Ben McGee. Il vous l'a donné ? Vous les avez croisés en forêt ?» Et tout en disant cela, Tom prend le combiné qui se trouve près de la caisse. Il compose le numéro du shérif. L'homme mystérieux repose sa tête sur ses avant-bras. Il ferme les yeux. Il n'a ni la force de commander un café, ni l'argent pour le payer. Une patrouille arrive 2 minutes plus tard et l'embarque. Le shérif Daniel Hawthorne est sceptique de nature. Mais il avoue trouver cette affaire étrange. Il refuse néanmoins d'envisager une piste paranormale. Il a une toute autre idée en tête. Dans le dossier ouvert sur son bureau, les faits qu'il a consignés après la disparition des McGee. Et juste à côté, le couteau de chasse avec les initiales BM, dans un sachet en plastique. Son adjoint Marc entre sans frapper et dit « Qu'est-ce que je fais du weirdo, chef ?» Il a dit quelque chose d'autre ? Non, et il a des propos complètement incohérents, un vrai moulin à conneries celui-là. Il dit d'abord que c'est une lumière rouge qui l'a amené près de la rivière, puis que c'est une chose indescriptible qui lui aurait donné le couteau. La psy en a terminé avec lui. Pour elle, il est en plein délire post-traumatique ou quelque chose comme ça.
On l'a trouvé complètement désorienté, à la cafétéria. Il refuse toujours de donner son vrai nom. Alors je propose qu'on l'appelle Ézéchiel. Et pourquoi ce nom? Parce qu'il arrête pas de marmonner des passages bibliques. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, de but en blanc. Il a aussi écrit ça. Merci Marc, dit Dan en prenant la feuille. Si on n'a rien contre lui, on va devoir le relâcher. Mais essayez de trouver un proche ou quelque chose pour confirmer son identité. Aucun papier sur lui, n'est-ce pas? Rien du tout. Dan lit ce qui est écrit sur la feuille. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Marc lève les yeux au ciel. Son incrédulité et cette manière de tout tourner en dérision, c'est sa façon à lui de se protéger. Normalement, le shérif Dan aime plutôt ça. Mais il est plongé dans une grande perplexité. Ce sont des randonneurs qui ont retrouvé le campement des McGee. La tente et les sacs de couchage laissés en plan. Le journal de Jackie aussi, avec des infos pour le moins troublantes. Sans parler de ces traces dans la terre, des traces de pas qui mènent au ruisseau avant de disparaître soudainement. Ces empreintes coïncident avec les pointures de Ben et Jackie McGee. Dan enlève ses lunettes et frotte ses yeux avec son pouce et son index. Il exhale un long soupir. Il est fatigué de ces disparitions. Ce n'est pas la première fois. Il va falloir aller voir la famille maintenant. Il prend une bonne inspiration, se lève et prend au passage une pochette en plastique. À l'intérieur, un talisman. Direction le domicile des McGee. C'est le père Tim McGee qui vient ouvrir. Il a des cernes profondes, mais il tente de maintenir le calme et une certaine posture d'autorité. Le shérif Dan est surpris par sa poignée de main robuste. Il passe une tête et voit Margaret, la mère, assise à la table du salon, une boîte de mouchoirs attenante. « J'ai encore quelques questions à vous poser, » dit le shérif. « Est-ce qu'on peut se parler à l'intérieur ?» Tim s'écarte pour le laisser passer. Il voit sa voisine de l'autre côté de la rue. Elle arrose son rosier, le voit et lève une main amicale. Il sourit faussement et referme la porte. Il a des crampes d'estomac, il a mal aux dents à force de serrer la mâchoire. Dan est en train de parler à Margaret. Il tente de la rassurer, lui dit qu'il continue les recherches et qu'ils finiront par trouver une piste. « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, shérif ?» interrompt Tim. Un homme nous a rapporté ça. » Le shérif ouvre la pochette et dépose le talisman sur la table, bien en évidence. « Est-ce que cet objet appartenait à l'un de vos fils ?» Le mari jette un regard à sa femme, qui fait non de la tête. « Non, » dit Tim. « Qu'est-ce que c'est ?»« Eh bien, ça semble être une amulette ou un talisman. Je fais des recherches pour déchiffrer ce symbole. » Un silence pesant parcourt la salle. Le shérif hésite à donner plus d'informations sur ce qu'ils ont trouvé. Il hésite, puis demande. « Vous n'avez pas d'ennemis par ici, je suppose. Personne qui voudrait du mal à vous ou à vos enfants. » « Non, » dit Tim offusqué. « Bien sûr que non. Je suis obligé de poser la question. Tous les scénarios sont envisageables à ce stade. Mon job, c'est de poser des questions, même si elles dérangent. Si vous avez quoi que ce soit qui vous vient à l'esprit, même un détail, faites-moi signe. » Le shérif Dan s'éloigne et s'apprête à ouvrir la porte d'entrée quand la mère intervient. « C'est vrai ce qu'on dit sur les sectes sataniques, shérif ?» Dan se retourne vers elle. Elle est très sérieuse et sa question exige une réponse franche. Mais Dan se contente de dire « Je ne sais pas, Margaret. » Et tout en disant cela, il pense à un serial killer, au Bigfoot et à quelques légendes du folklore local. Dan déteste penser comme ça. Il refoule constamment son imagination. Il est méthodique, terre à terre. Alors, quand il est comme ça, Dan a besoin d'une bière et d'un bon burger. Le shérif Dan termine son burger, les yeux rivés sur son dossier. Les photos du campement sont étalées devant lui. L'une d'elles montre ce fameux symbole gravé dans l'écorce, celui que les frères avaient photographié. Il l'a fait analyser par un expert en symbologie de l'université.
La réponse l'a glacé. Ce serait une variante d'un sceau utilisé par une obscure secte des années 60, les ondulateurs, qui pratiquaient des rituels près des cours d'eau. La secte s'est officiellement dissoute après la disparition de son leader, mais certains pensent que des adeptes continuent leur pratique en secret. On sait peu de choses sur cette secte. Un coup sur la vitre le fait sursauter. C'est Marc, son adjoint. « Chef, faut que vous veniez voir ça. » Dans la cellule, Ézéchiel est assis en tailleur, les yeux fermés. Sur le mur, il a tracé avec son propre sang le symbole, le même symbole que celui de l'arbre. Dan remarque autre chose. Ses cheveux sont devenus blancs. Pas gris, non, blancs comme neige. Ça semble impossible. Ils étaient bruns la veille. On était censé le relâcher. Oui, mais il a refusé de partir. Il se dit en sécurité ici. Je lui ai dit qu'il pourrait rester une nuit de plus. Et il refuse toujours de parler. Oui, mais il chante par contre. Toujours la même mélodie. Un sifflement aigu, assez flippant, je dois dire. Le sang de Dan semble quitter ses joues. Le journal de Jackie mentionnait ce sifflement. Dans les jours qui suivent, 3 randonneurs différents rapportent avoir vu des lumières étranges près du ruisseau où les frères ont disparu. L'un d'eux, un certain Tom Wheeler, photographe amateur, montre à Dan un cliché troublant. Une forme humanoïde grande et fine, semblant faite d'eau, translucide. La photo est floue, mais on distingue nettement une ondulation qui rappelle le motif du symbole. Un soir, Dan est seul à son bureau, un début de migraine le prend. Il a l'impression de cogner sa tête contre un mur dans cette enquête. 3 tasses de café froid traînent sur son bureau, à côté des photos du campement abandonné. Il a pris l'habitude de rester tard pour fouiller dans les vieux dossiers, chercher un mobile, un motif, une explication. N'importe quoi à donner aux parents et à la presse locale. Heureusement, les journaux mainstream de l'État l'ont épargné, pour l'instant. C'est en ouvrant un énième carton d'archives qu'il fait une découverte. La première, que son bureau prend la poussière et qu'il est temps d'appeler un service de ménage. La deuxième, c'est un rapport. L'entête indique disparition 1982. C'est une affaire classée. Ses mains tremblent légèrement quand il lit le nom de James McGee, le frère de Tim. Il relève la tête. La bouche bée, il murmure « Putain, j'avais complètement oublié cette histoire. » Dan s'en veut. Peut-être que cette manie d'oublier les affaires classées à caractère paranormal est en train de lui revenir en pleine poire. Le rapport est succinct, un homme disparu en forêt. Dan relit le nom 3 fois. Son cœur bat si fort qu'il en oublie sa migraine. James McGee, le frère de Tim McGee, l'oncle de Ben et Jackie. Cette nuit-là, Dan ne rentre pas chez lui. Il épluche des dossiers, page après page. Les témoignages de l'époque parlent d'un homme perturbé les semaines avant sa disparition. Il dessinait des symboles étranges dans ses cahiers. Cette fois, Dan croit tenir une piste. Et puis il y a cette déclaration d'un de ses collègues de bureau. James disait qu'il l'appelait parce qu'il voulait lui faire visiter leur planète. Il disait que c'était une belle musique qui lui indiquerait le point de rendez-vous et qu'il l'avait en tête tout le temps. Qu'il partira un soir de grande tempête parce que leur vaisseau fait du bruit et qu'ils veulent rester discrets. James était un génie de la mécanique. Ça lui montait à la tête ces histoires d'ovnis et il a fini par y croire, voyez-vous. Il a dû se perdre en forêt et il est effectivement parti un soir de tempête. Au petit matin, Dan se présente chez les McGee. Tim ouvre, les yeux rougis par le manque de sommeil et une cascade de pleurs. Il a fini par faire de la place à la tristesse. Il envisage le deuil. Bien sûr, ça lui rappelle son frère, malgré lui. Après 72 heures de disparition, il est rare de retrouver les victimes. Il le sait. Quand il voit le dossier dans les mains du shérif, son visage se décompose un peu plus. « Entrez », dit-il d'une voix brisée. Dans la cuisine, Margaret prépare du café. Ses mains sont si fébriles qu'elle en renverse un peu en servant une tasse à Dan. Tim s'assoit lourdement, comme si tout le poids du monde pesait sur ses épaules. Il est éreinté, et une émotion qu'il croyait enfouie à jamais vient de refaire surface comme un coup de poing dans le nez. « Pourquoi n'avoir rien dit sur James ?» dit Dan d'un ton à peu près neutre. Tim fixe sa tasse longtemps. Dan ne répète pas la question. Quand Tim relève enfin les yeux, ils sont remplis de larmes.
Je ne pensais pas que ça recommencerait. C'était un vrai cauchemar. Nous sommes... C'est une malédiction. Mon frère, il était... Il s'interrompt. Sa voix se brise tout à fait. Margaret pose une main sur son épaule et prend le relais. Et James avait changé les dernières semaines. Il passait des heures dans la forêt pour trouver le point de rendez-vous. Il disait qu'il avait parlé avec eux par télépathie. Tim a voulu l'accompagner, mais James disait qu'il ne l'avait pas invité. Il a laissé une note le soir de sa disparition. Tim se lève brusquement, va chercher une boîte dans le grenier. Il en sort un vieux carnet, les pages ondulées par l'humidité. À l'intérieur, une note de James. C'était à lui. Je n'ai jamais eu le courage de relire tout ça. Mais peut-être que ça pourrait vous aider. Mais peut-être aussi que sa disparition n'a absolument rien à voir avec la disparition de mes fils. Dan remercie Tim et n'ose rien demander de plus. L'homme n'est plus l'ombre que de lui-même. Tout ça lui fait penser qu'il nage dans le surnaturel, et le shérif n'aime pas ça. Mais il ne peut pas non plus nier l'émotion de Tim et le passé. Personne mieux que Dan sait que les disparitions de la forêt ne sont pas tous liées entre elles. Il peut bien y avoir un tueur qui rôde, certes, et qui tue les mêmes victimes et les fait disparaître. Mais certains cas sont irrésolus, donc on ne sait pas, ou directement liés à des accidents. On retrouve les corps meurtris plus tard. Il se garde bien de faire des liens entre les affaires. Faire des liens hâtifs, ça peut mener à de fausses pistes, et ça ralentit l'enquête. Il emporte le carnet et envoie des échantillons d'eau prélevés au ruisseau pour analyse. Ils ont été prélevés près du campement des McGee. Le carnet, lui, ne révèle rien qu'à un esprit obsédé par la vie extraterrestre et un voyage spatial de 42 mois dans l'espace. Dan ne voit aucun lien avec les frères disparus, mais il n'écarte pas la possibilité que les affaires soient liées d'une manière ou d'une autre. L'homme de la cellule le regarde fixement à travers les barreaux. Il a entendu parler de James McGee à son adjoint Mark et semble très intéressé. Les résultats sur l'eau prélevée tombent une semaine plus tard. L'eau contient des concentrations anormales mais naturelles d'un hallucinogène. Mais ce n'est pas ce qui rend Dan perplexe. Le docteur Sarah Martinez, qui a remis les résultats en personne, a dit à Dan « Shérif, je vous le dis, je suis devant une énigme. La structure moléculaire de ces échantillons est malléable. Elle change littéralement. Chaque fois qu'on l'analyse, elle est différente, elle évolue. Comme si l'eau était vivante, changeante. Et je ne parle pas des états que vous connaissez, gazeux, liquide, solide. Je dois poursuivre mes analyses. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais attendez-vous à voir la presse débarquer quand on publiera l'info. Je suis sûr qu'on va faire une découverte assez intéressante. Et sans mauvais jeu de mots, on nage en pleine SF. Ce sur quoi Dan dit « Oh non, pas la presse. Tout sauf la presse. » Ézéchiel, dont on n'a toujours pas l'identité, commence à changer. De façon subtile, puis brutale. Sa peau devient translucide. Il ne mange plus, ne boit plus. Il dit que cette nourriture est inutile. Il passe ses journées assis en tailleur. Il chantonne une mélodie, plutôt un sifflement aigu qui hante les pages du journal de Jackie. Une nuit, il demande à parler à Dan. Sa voix est différente, beaucoup plus grave et profonde, comme si elle venait de très loin. « Ils sont heureux, vous savez, dit-il. Les frères. L'eau les a accueillis comme elle m'a accueilli. Elle nous accueille tous. »« Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous vraiment ?» demande Dan, qui envisage désormais l'internement pour cet homme. Le sourire d'Ézéchiel est terrible à voir, beaucoup trop large, trop brillant, artificiel. « J'ai été le premier à trouver le chemin. Le premier, en 1900, je me rappelle plus. Je m'appelle James McGee. Mais je suis aussi le Christ. Nous ne faisons qu'un. James le Christ, moi, c'est pareil.
Oh, riez si vous voulez. L'eau m'a révélé notre vraie nature. Ah, c'est encore un de vos délires. Vous dites n'importe quoi. Vous ne ressemblez même pas à James McGee. Par contre, vous hallucinez et vous délirez comme lui. Vous avez besoin d'une camisole, l'ami. Dan a du mal à contenir son sang-froid. Il pense d'abord à une mauvaise blague. Mark lui dit quelque chose qu'il n'entend pas. Puis il repense à ce qu'il vient de dire. Vous hallucinez et délirez comme lui. Et si c'était ça la clé du mystère? Une hallucination dont la cause reste indéterminée, peut-être l'eau du ruisseau? Une hallucination qui gagne ceux qui se rendent dans la forêt. « T'as fait quelque chose à Ben et à son frère ?» dit soudain Dan. « Réponds. Jamais vous ne les retrouverez. Ils sont avec la rivière. C'est notre source à tous. Nous sommes de l'eau qui fluctue avec la lune. Moi aussi je suis avec la rivière. Be like water, my friend. Be like water. » Espèce de salaud. Dis-moi ce qui est arrivé au frère McGee. Allez, parle. Et celui qui dit être James McGee le regarde sans rien ajouter. Sa pupille droite commence à partir à la dérive, littéralement, pour disparaître derrière le blanc de l'œil. Dan a un mouvement de recul. Mark est posté derrière lui, la main sur sa matraque, mais paralysé. La pupille gauche disparaît à son tour. Elle glisse le long de la surface sphérique de l'œil. Ses cheveux longs ondulent doucement, puis tombent par petites touffes au sol. Des gouttes d'eau sortent de son nez. Une, puis deux. Puis, comme un robinet ouvert, l'eau coule généreusement. Dan et son adjoint écarquillent les yeux. Ils n'osent plus bouger. L'homme sourit. Ses dents tombent au dehors sous l'effet d'une vaguelette. Et tout le corps s'effondre dans un amas d'eau et de parties aqueuses et gélatineuses. Le sol de la cellule est inondé par l'eau. J'espère que ma nouvelle vous aurait fait passer un bon moment. Vous pouvez me proposer un titre pour cette histoire et dites-moi en commentaire ce qu'elle vous a inspiré. Vous pouvez aussi suggérer des idées ou des affaires réelles pour la prochaine nouvelle. Abrazo fuerte.